La quête du succès. Je veux dire, c'est une quête aussi vieille que l'humanité, non? Absolument. Ça ne date pas d'hier. Mais les recettes pour y arriver, elles changent tout le temps. Aujourd'hui, on entend parler de hacks, de productivité, de personal branding. C'est ça. Mais il y a plus d'un siècle, que disait-on? Pour le savoir, on a mis la main sur un document. Un truc assez fascinant de 1904. Ah oui, le succès et comment l'obtenir. Exactement, de B.F. Austin, une série de leçons du tout début du XXe siècle. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger là-dedans, voir ce qui résonne encore et ce qui nous paraît d'une autre planète. C'est un voyage qui est passionnant. Surtout quand on se remet dans le contexte de 1904. C'était comment, 1904? C'est une époque d'optimisme industriel, mais aussi de grands courants spirituels. On pense notamment au mouvement de la nouvelle pensée. La nouvelle pensée. L'idée que l'esprit a un pouvoir direct sur la matière. Et l'auteur, B.F. Austin, il est docteur en divinité. C'est crucial. Ah oui, ça change tout. Ça colore toute son approche. Elle n'est pas juste pragmatique, elle est profondément morale, presque mystique. Et d'ailleurs, il ne perd pas de temps. Dès le début, il s'attaque à la religion de son époque. Oui, il la trouve trop négative. Trop focalisé sur la préparation à la mort, comme il dit. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est une religion pratique, qui aide les gens à réussir leur vie, ici et maintenant. C'est audacieux pour l'époque. Très audacieux. Et c'est là qu'il commence à définir le vrai succès. Et ce n'est pas juste l'argent. Non, c'est plus complexe. Il le voit reposer sur 3 piliers. Le premier, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Les grandes réalisations. Ce qu'on laisse derrière soi, quoi. Il cite les pyramides, la musique de Mozart, les inventions d'Edison. D'accord. L'héritage. L'œuvre. Ça, c'est assez classique. Mais les deux autres sont plus... Beaucoup plus intéressant, oui. Le deuxième, c'est le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel. Ça sonne un peu... Ce n'est pas la domination. C'est le développement d'un caractère qu'il décrit comme fort, symétrique et beau. Fort, symétrique et beau. L'idée, c'est que la force intérieure, l'intégrité, la bienveillance, tout ça crée une sorte d'aura. Un aimant, dit-il, qui attire le respect. Un aimant. Est-ce que ce n'est pas un peu la porte ouverte à la manipulation, ça? C'est une excellente question. Mais pour lui, non, absolument pas. Ce magnétisme ne peut pas être dissocié de la moralité. Ce n'est pas une technique. C'est une conséquence. C'est l'émanation d'un caractère vertueux. Sinon, on tombe dans ce qu'il critique. Et ça nous amène au troisième pilier. Le triomphe. Le triomphe. Alors là, on imagine la victoire. Pas sur les autres. Sur soi-même. Sur l'adversité. C'est la capacité à surmonter les épreuves avec patience, foi et courage. Le simple fait d'endurer, pour lui, c'est déjà une forme de succès. Donc le vrai succès, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas le statut. Non. C'est la personne qu'on devient en chemin. Ici, de cette phrase, je crois, « Celui qui domine son esprit est plus grand que celui qui prend une ville ». Exactement. C'est une vision radicalement introspective. Il utilise le mot endogène. Qui naît de l'intérieur. C'est ça. Le succès est une floraison, pas une construction. Et il a une image terrible pour ceux qui réussissent matériellement sans s'améliorer. Ah oui. Il les appelle le mendiant à cheval. Le mendiant à cheval. C'est dur. C'est l'individu qui reste pauvre en esprit, vulgaire malgré tout ce qu'il possède. Pour Austin, le succès doit être mérité par la croissance personnelle. Sinon, ce n'est qu'un déguisement. D'accord. Donc le pourquoi du succès, c'est clair. C'est la croissance intérieure. Mais le comment? Est-ce qu'il donne des outils concrets? Absolument. Et on entre dans le cœur de son enseignement. Le premier outil, le plus important, c'est la concentration. La concentration. Pour lui, une vie sans objectif est une vie faible. Et ces analogies sont incroyablement parlantes. Comme celle de la poudre à canon? Voilà. Dispersée, elle brûle sans effet. Mais concentrée dans un canon... Elle devient une force explosive. Exactement. C'est fou de voir à quel point c'est un précurseur des concepts de deep work ou de l'état de flow dont on parle tant aujourd'hui. Totalement. L'idée de focaliser son énergie n'a pas pris une ride. Pas du tout. Il a d'autres images. Les rayons du soleil, inoffensifs. Mais avec une loupe... Ils peuvent mettre le feu. Ou les brins de lin. Un seul, c'est fragile. Mais tressés ensemble... Ils forment un câble solide. Sa conclusion est simple. Concentrez vos pensées, vos efforts, vos ressources sur un seul but. Sinon, vous n'êtes que du bois flotté sur l'océan social. J'adore l'image du bois flotté. Bon, après la concentration, il y a la volonté. La volonté.
le deuxième grand outil. Et là, il raconte cette anecdote de Napoléon face aux Alpes. Oui, un peu cliché mais efficace. Il n'y aura pas d'Alpes. Et hop, le col du Simplon est construit. C'est l'idée que rien ne peut résister à une volonté de faire. C'est une force de propulsion. Il a une autre analogie, plus étrange. Ah, Lui donne assez de vélocité. vraiment? Pour lui, la volonté, c'est cette vélocité. C'est l'élan qui permet de pulvériser la roche de la difficulté. C'est une vision très mécanique, presque physique, de la force mentale. Complètement. Et le troisième pilier de cette force, c'est la confiance en soi. Le carburant du moteur. Sans ça, rien ne démarre. Il insiste beaucoup là-dessus, croire en son potentiel divin. Sa règle, c'est « croyez en vous-même, le succès commence par l'idée qu'on est capable de l'atteindre ». Il cite Emerson « attelez votre chariot à une étoile ». Viser très haut, donc. Toujours. Pour Austin, se déprécier, c'est un péché contre son propre potentiel. C'est fascinant pour une époque qu'on imagine très rigide. Il prenait déjà une forme d'empowerment radical. D'accord, donc on a les muscles de l'esprit. Concentration, volonté, confiance. Mais comment on les applique au quotidien? Il donne des conseils plus terre-à-terre? Oui, et le premier peut surprendre, c'est l'économie. L'économie, l'argent. Pas seulement. Il parle d'économiser son temps, son énergie et son argent. Le temps d'abord. Il donne des exemples assez extrêmes. Ah oui, Eliphou Burritt, le forgeron érudit. C'est ça. Le type travaillait 8 heures à la forge, dormait 8 heures et passait les 8 heures restantes à étudier. Résultat, il aurait maîtrisé 18 langues. C'est inspirant, mais c'est aussi une vision incroyablement austère de la vie, non? Il n'y a plus de place pour le loisir, la famille, l'imprévu. C'est une vie de machine. C'est le piège, en effet. C'est une vision très puritaine de l'existence. Chaque minute doit être productive. Pas de place pour la flânerie. Aucune. Pour Austin, une conversation futile, c'est un vol que l'on fait à son propre avenir. C'est extrême, mais ça illustre bien son idée. Que les petites pertes de temps accumulées représentent une vie de succès manqué. Et il applique cette même logique à l'argent, avec cet exemple frappant. Le jeune homme qui fume un cigare à 10 cents par jour. Ça ne semble rien du tout. Mais Austin fait le calcul. Sur 20 ans, avec les intérêts composés, Ça représente le prêt d'une ferme. c'est une leçon magistrale sur le pouvoir de l'épargne systématique. Sa thèse, c'est que la richesse vient moins de gros revenus que de petites économies, une vraie philosophie de fourmi. C'est vrai que mon banquier n'accepte pas les paiements en pensée positive. L'épargne, ça reste une valeur sûre. Bon, après l'économie des ressources, j'imagine qu'il parle de comment les diriger, la planification. Exactement. La feuille de route. Il compare la personne qui réussit à un général, comme César, ou à un architecte. On ne construit pas sans un plan. Jamais. Et pour lui, la première étape de tout plan, c'est de se connaître soi-même. Une introspection radicale, force, faiblesse, talent. Le fameux « connais-toi toi-même ». C'est ça. Et seulement après, on peut bâtir son plan de vie. Il raconte l'histoire d'un jeune homme pauvre qui a planifié ses 9 années d'études à l'avance et s'y est tenu. C'est cette discipline qui est une marque de grandeur pour lui. Il y a un dernier conseil pratique que j'ai trouvé très juste, c'est la fidélité dans les petites choses. Ah oui, c'est un point fondamental. L'idée que le caractère se révèle dans les détails. C'est ça. Le soin apporté aux tâches modestes, l'honnêteté sur de petites sommes, tout ça construit une réputation de fiabilité. Et c'est ce que les supérieurs remarquent. Précisément. C'est ce qui mène à la promotion. En termes modernes, on dirait qu'on bâtit son capital confiance. Les grandes occasions sont rares, les petites, elles, sont quotidiennes. Bon, on a vu la psychologie, les habitudes, et là, le texte prend un virage. On entre dans la partie la plus... La plus 1904. Oui, la plus mystique. Il se met à parler d'attraction. On est en plein dans la philosophie de la nouvelle pensée. Austin compare les hommes aux planètes. Aux planètes? Certains sont des soleils qui attirent, d'autres des satellites, faits pour suivre. C'est son concept de magnétisme personnel. Et c'est un don inné, ce magnétisme? Non. Et c'est ça qui est intéressant. Il affirme que ça se cultive. Et comment on travaille son charisme? Pour lui, la source, c'est la pensée. La pensée est une force tangible, une vibration, Une vibration? qui attire ce sur quoi elle se focalise. Une pensée de succès attire le succès. Une pensée de peur attire l'échec. C'est littéralement la loi de l'attraction, mais un siècle avant le secret. C'est incroyable. Il va même plus loin. Il dit que l'amour est la force magnétique suprême, celle qui harmonise l'âme. Alors là, je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça.
Après la discipline, la volonté de faire, l'épargne, il nous dit que le secret ultime, c'est de chercher l'aide angélique. C'est le point qui déconcerte le plus, évidemment. C'est un virage à 180 degrés. Mais il faut se souvenir de qui il est, un docteur en divinité. Pour lui, c'est la conclusion logique. Il conseille très sérieusement de croire en ses guides et aides angéliques. Il est convaincu qu'il y a Des intelligences supérieures qui s'intéressent à notre progrès. une aide, pourquoi? Pour trouver un meilleur job? Gagner plus d'argent? Non. Et c'est la nuance clé. Il précise bien, les anges ne s'intéressent pas à notre richesse ou à notre pauvreté, sauf si ça affecte la croissance de notre âme. Leur but est spirituel? Exactement. L'aide qu'ils apportent, c'est de la clarté, du courage, de l'inspiration. Et comment on obtient cette aide? Il faut purifier ses pensées de tout égoïsme et attendre, en silence, avec foi. C'est le sommet de sa pyramide. Le succès ultime est une co-création avec le divin. On boucle la boucle en quelque sorte. Il part d'une critique de la religion passive Focalisé sur l'au-delà, et il finit par proposer une spiritualité très active, très personnelle, où on sollicite l'aide divine pour ses projets ici-bas. C'est cohérent finalement. c'est parfaitement cohérent avec sa vision d'une religion pratique. Il ne rejette pas le spirituel, il le réintègre dans le quotidien. Alors, si on fait le bilan, C'est un système fascinant. D'un côté, il y a ce langage, ces concepts un peu datés qui peuvent faire sourire. Mais si on gratte la surface, on trouve des thèmes incroyablement modernes. La discipline mentale, définir ses valeurs, l'idée que le succès est une conséquence de qui on devient. et non de ce qu'on possède, On a juste changé le vocabulaire en fait. précisément. On ne dit plus magnétisme personnel, on dit leadership charismatique. On ne dit plus concentration de la pensée, mais deep work. On ne dit plus volonté de faire, mais grit ou résilience. Le fond reste étonnamment pertinent. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. La source affirme avec une conviction totale que la pensée est une force créatrice, qu'elle façonne notre réalité. Oui, c'est le cœur de sa doctrine. Si on met de côté les anges ou les forces occultes, on peut se poser la question à quel point cette idée qu'une conviction inébranlable, qu'une visualisation persistante peuvent transformer une idée en un fait concret, à quel point est-ce le véritable moteur de toute grande ambition, hier comme aujourd'hui. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui change vraiment au fond quand on remplace les vibrations magnétiques par la psychologie de la performance ou l'état d'esprit de croissance? La forme a changé, mais le fond. Le fond est peut-être resté exactement le même.